Bonjour Ludivine. Bonjour Jean-David. 6 septembre, Oui. Merci de nous accueillir la maison Albert Bichot pour un point vendange comme chaque année. Ben oui. J'ai envie de commencer en te demandant tes émotions aujourd'hui, ton sentiment. Alors, je me sens comme un puzzle. Je suis toute découpée, un peu fatiguée quand même, mais non, surtout je suis sereine, je suis rassurée parce qu'on a, je pense, bien choisi notre date de vendange. Sereine parce que la qualité de ce qu'on rentre jusqu'au bout est très belle. Et on le voit derrière nous, on a des superbes raisins des Chezeaux. C'est très beau, très très beau. Magnifique. Et ça a été vraiment beau toute la durée des vendanges. Et puis je disais comme un puzzle aussi parce que tu vois, ça a été des vendanges un peu découpées. On est rentré précipitamment de nos congés. Il a fallu tout organiser à vitesse flash éclair. Convaincre aussi les équipes qui n'avaient pas envie d'y aller si tôt et qui n'y croyaient pas. Mais moi j'étais convaincue qu'il fallait y aller. Donc on a aussi eu à mobiliser un peu plus les équipes pour que tout le monde un millésime qui a demandé beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, pas du tout sur le même plan que certains autres plus récemment rencontrés, mais en tout cas, oui, un millésime un peu de chaos dans nos têtes. D'accord. Concrètement, tu as commencé par les blancs autour du 22 août, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. En fait, ce qui était très bizarre, c'est que les chardonnays, tout au long des contrôles de maturité, avaient des maturités décalées en retard par rapport au pinot noir, et dans les derniers jours tout s'est accéléré, ils ont doublé les pinots noirs, et quand on a fait nos premiers contrôles de maturité le 19 août, eh bien, tant les degrés naturels que les saveurs, que les peaux, les pépins, tout était rassemblé pour y aller, donc les conditions météo étaient aussi très favorables. Et donc on n'a pas voulu forcément choisir plus de concentration en sucre, et on est allé les vendanger à partir du 22 août, et on a commencé par Meursault. On n'a pas commencé par nos traditionnels Pouilly-Fuissé qu'on est allé chercher que la semaine d'après. Okay. C'est la première fois, moi en tout cas en 11 ans, en 11 millésimes, que je commence par Meursault et pas par Pouilly-Fuissé, le secteur plus au sud de la Bourgogne. D'accord. Et Corton-Charlemagne? Eh bien, Corton-Charlemagne s'est intercalé un peu au milieu, c'est-à-dire après les Meursault, début de semaine, on avait déjà commencé quelques rouges, quelques pinots noirs, parce qu'on a attaqué le lundi 25 août pour les pinots noirs de la côte de Beaune. Et on a intercalé comme ça les cortons blancs et les cortons Charlemagne dans les petites interstices qui restaient au planning. D'accord. Tu parlais de la fin de la côte de Beaune, donc à partir autour du 25, 26. Oui. Dans quel ordre tu as vendangé ces appellations? Là aussi le puzzle dans un ordre du sac avec toutes les pièces du puzzle. C'est vraiment un millésime où il a fallu ne pas vraiment se camper dans ses habitudes et oser. Chambouler ces dates de vendange. Donc par exemple, d'habitude on fait quelques parcelles de Beaune comme les Grèves, les Avaux, les Bressandes, et de façon très concomitante avec les Volnay-Centenot par exemple, puis on laisse un peu de côté Corton. Et bien là pas du tout, on a récolté Corton avant Volnay. D'accord. On a récolté des Beaunes Clos des Avaux après certains autres Beaunes un peu plus mûrs. Donc on a eu finalement à se faire confiance, à croire en nos intuitions, en les contrôles de maturité, dans aussi ce qu'on avait déjà quand même observé aux vignes. Parce que, aussi improbable cela soit-il, eh bien c'était comme ça qu'il fallait faire. Et tu as fini donc un peu plus tard après sur Pommard et Savigny? Oui, on a enchaîné sur la dernière partie de la semaine, donc autour du 30 août, et 31 août sur Savigny et Pommard. Mais on n'a pas fini Pommard, on a encore quelques parcelles à aller chercher dans les secteurs les plus tardifs. On vient de chercher Montclis seulement aujourd'hui, donc voilà, ça illustre aussi les secteurs. On n'a pas été chercher Pernant, qui a été très arrosé en pluie, donc il faut vraiment que les baies qui se sont gorgées de jus et donc d'eau passent cette dilution qui n'est pas très qualitative, donc là ça devrait être bon. Et puis, bien évidemment, notre côte de nuit. Ces derniers jours de côte de nuit en ce moment. En ce moment même, sous un petit ciel bleu sympa. Ok. On parlait un petit peu de ces vendanges, bien sûr, en termes de texture, de tanin, de structure pour les rouges. Alors, pour les rouges, on a l'agréable surprise d'avoir des peaux qui se dilacèrent très bien, avec des couleurs qui sortent très facilement. L'écrasement entre les doigts, le jus sort très noir, très rouge, donc je pense qu'on n'aura pas de problème de couleur. Les tanins dans les peaux semblent, moi en tout cas pour l'instant, c'est encore très tôt, mais me semblent assez subtils, assez ronds, plutôt sympa, plutôt friand. On a déjà un côté très aromatique quand on rentre dans la cuverie, même en sentant rien que les raisins derrière nous, c'est explosif. Quand on rentre dans la cuverie, ça embaume. Alors cette année, c'est très groseille, framboise, fruits rouges, c'est vraiment très aromatique. Alors ce qui était aussi un peu le challenge de la date de récolte, parce qu'on était tiraillé entre la maturité aromatique,
qui continuait peut-être d'avancer alors que la maturité œnologique était diluée par les pluies. Voilà, il faut toujours essayer de se dire que l'une peut continuer quand l'autre pâtit un peu du mauvais temps. Essayer de trouver ce juste équilibre. Oui. Mais après, il y a des signes aussi aux vignes qui sont importants. C'est-à-dire que quand la rafle commence d'être outée, donc la partie vert qui devient marron, on voit bien quand même que les échanges avec la plante arrivent à leur fin. Et la vigne, elle est au bout. Voilà, donc là, eh bien là, c'est là où il faut peut-être un peu moins se poser la question d'une maturité qui ne viendra plus et aller dans le sens d'une météo plus favorable pour aller chercher les raisins et un état sanitaire. Ok. Voilà. On revient un petit peu en arrière maintenant. Le cycle végétatif, hiver, printemps, été, qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, on a eu un hiver plutôt, on va dire, plus frais et plus froid que les derniers que l'on avait connus ces dernières années, avec des températures de gel, enfin des journées de gel successifs. On a même eu des moins 10, des moins 15. Et donc ça, on a eu un véritable message de repos envoyé à la vigne, ce qui n'était pas arrivé depuis un bon moment. Donc sève descendante impeccable jusqu'à fin février à peu près. Et après, quand même, un printemps, somme toute dans les normes, mais un peu en yo-yo, donc avec des poussées, un peu de fièvre. Et ce qui a engendré un débourrement précoce. Donc très vite, on a quand même vu qu'on était sur un millésime précoce. Très vite aussi, la sortie des inflorescences nous a montré qu'on n'était pas sur un millésime très généreux en quantité. Et la structure des grappes aussi, quand elles ont commencé de grandir, nous ont montré qu'elles étaient allongées, elles étaient longues. Assez lâches. Voilà, assez lâches. Hein. On a quand même des structures de grappes qui laissent à présager à ce moment-là que la récolte ne sera pas non plus pléthorique. Mais bon, c'est pas grave. On a eu une fleur un peu chaotique, donc ça explique aussi des tailles de baies, des différences de date de maturité dans une parcelle, au sein d'un même pied même parfois. Donc une fleur un peu chamboulée. Ouais. Et après, un été qui s'est déroulé tranquillement. On n'a fait que 11 traitements, on avait un état sanitaire très bon, on avait on a quand même eu 2 vagues de chaleur. Oui, aussi. oui, un épisode aussi un peu plus frais de juillet qui nous a quand même calmé un peu le jeu. Mais dans l'idéal, je dirais que l'été a quand même été très propice à parfaire la maturité et à confirmer la précocité du millésime. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'année dernière, on avait les premières baies qui se teintaient de couleur, la véraison, autour du 5-8 août. Et là, au 27-30 juillet, on était déjà à 10 à 15% de véraison. Donc on avait quand même un indice sur la précocité, sur la quantité de récolte. Et puis là, on est agréablement, je ne vais pas dire surpris, mais en tout cas conforté dans la qualité de chardonnay qui sont hyper bons. C'est incroyable. Et puis cette pureté de fruits dans les pinots qu'on va certainement faire perdurer longtemps. D'accord. Juste, on refera un point plus tard, mais en termes d'approche vinif. Oui, alors les blancs, figure-toi que les blancs, les rendements en jus étant assez faibles, parce que les baies étaient petites et pas très gorgées d'eau, eh bien j'ai tenté sur les premiers pressoirs de monter assez haut en pression, à 1 bar 8, ce qui est quand même élevé. Avec l'agréable surprise de n'avoir aucune surextraction, aucune note végétale, pas d'amertume, des tanins plutôt bruns. Donc on y est allé, on a pressé un peu fort. Après, quand on fait ça, il faut se poser la question sur les lits, il faut regarder la lie. Et là, les lies étaient très très belles malgré le fait d'avoir pressé et d'avoir un peu appuyé nos pressoirs. Eh bien on en a mis, voilà, il y a des très jolies lies, elles sentaient bon, elles avaient une couleur un peu sable, ce bel ocre des sables du Sahara. Tu vois, t'imagines les dunes là, elles avaient exactement cette couleur-là. Ça c'est aussi lié à la qualité sanitaire? Oui, ah oui, oui, ah oui, oui. Tu pouvais te permettre de faire ça parce que tu avais des raisins de très grande qualité. Oui, oui, franchement c'est... sur l'ensemble, je dirais, des chardonnays, on a rajouté les lies quasiment partout et on a réussi à travailler sur des jus troubles, bien plus troubles que certains millésimes dans mes habitudes parfois de vinification. Donc les blancs, pour moi, pour l'instant, vraiment sirupeux, chaleureux, équilibrés, des très belles acidités. Donc, et ça fermente super bien. Donc voilà. Top. Et les rouges? Les rouges, moi je suis assez prudente sur les premières phases d'extraction. Là, on a seulement nos premières cuves qui commencent de fermenter. Donc on va y aller tranquillement. Les couleurs sont très belles. Tu as vu les premières images des remontages. Les robes sont très sombres, très grenat, très rubis. Donc voilà, ça c'est déjà un bon point. L'aromatique est là.
Dans les tanins, je pense qu'il faudra y aller tranquillement, faire attention parce qu'on a quand même une hétérogénéité de nos niveaux de maturité. Mais on a les outils œnologiques, donc ça veut dire aussi qu'on jouera peut-être sur la durée de macération pour extraire doucement et infuser plutôt que de taper dedans et d'aller chercher des choses dans la puissance et l'extraction forte. Trop forte. D'accord. Voilà. C'est au début, hein. On fera le point aujourd'hui. On fera le point de toute façon après les entonnages, etc. On fera le point sur ça. Je voulais qu'on parle en quelques minutes quelque part au global de la cause. Cette année, il y a une très belle nouvelle. Il y a une nouvelle cuvée de Clos de Vougeot qui arrive grâce à une donation de la maison Faivelet. Oui, incroyable. Donc, première vinification du Clos de Vougeot aux Hospices, quatrième Grand Cru de la Côte de Nuit. C'est ça, quatrième, le petit dernier. On est actuellement là, à l'heure où on parle, en train de le vendanger. Donc c'est toujours un grand honneur. Hein. Il faut revenir aussi, tu me parlais de mes émotions en début d'interview, c'est une émotion assez difficile à retranscrire. Se voir bénéficier, l'institution, elle est dans son temps, elle est ancrée dans son air et elle a encore cette générosité, cet engouement de la part des vignerons et des grands noms de la Bourgogne. Une tradition toujours vivante, c'est ce qui a constitué les hospices, ça constitue encore aujourd'hui, c'est une preuve incroyable. Oui, incroyable. C'est cette pérennité finalement, on a envie de dire c'est pour toujours. Ouais. C'est vraiment du pour toujours. Ce qui est pour toujours aussi, c'est la pièce de charité. Oui. Cette année, la cause, c'est l'innovation et le handicap. Oui, l'innovation et le handicap. Donc je crois que les associations sont en train d'être parachevées en termes de décision par la direction. C'est une cause qui est à la fois, elle aussi inscrite dans son temps, parce qu'on parle de l'IA, on parle de nouvelles technologies. Alors ça n'a pas toujours que des bons côtés en fonction des sujets et des thématiques que l'on aborde. En tout cas, pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap, c'est le vrai tournant, à mon avis, de demain. Et c'est important que les hospices de Beaune affichent déjà le fait d'être au fait de ce genre de problématiques et de thématiques, et puis d'afficher leur solidarité avec ce qui sera certainement une vie plus simple et plus agréable, en tout cas pour les personnes qui en ont besoin. Pour continuer sur ce registre, donc de vie plus simple, vie plus agréable, on est dans un bassin de population, toujours c'est une communauté, Beaune et les hospices. Bien sûr les hospices, donc là, il y a l'Hôtel-Dieu, il y a l'hôpital. Oui. Là, la cuverie, et on en parle. C'est aussi pour ça que je voulais faire quelques mots sur la construction du nouvel hôpital, c'est-à-dire l'utilisation de ces fonds, de cette vente aux enchères, qu'on soutient tous depuis, nous, Albert Bichot, depuis 1876, on soutient cette vente, parce qu'on sait que derrière, il y a l'hôpital pour nous, pour tout le monde. C'est ça. En fait, dans son bassin, dans son territoire, les hospices civils de Beaune ont vraiment à cœur de pouvoir aussi s'inscrire dans un groupement, dans un patrimoine hospitalier et dans une fiabilité aussi hospitalière. Donc effectivement, depuis plusieurs années, les euros récoltés, les fonds récoltés lors de nos ventes aux enchères ont été soigneusement et précieusement conservés et ont permis l'aboutissement de ce qui est juste derrière nous. La cuverie sera d'ailleurs pas loin, j'espère que les patients pourront nous faire des petits coucous. Mais c'est le nouveau bâtiment qui sort de terre, c'est vraiment concret. C'est un gros projet, 86 millions d'euros. 86 millions d'euros, 86 millions d'euros. C'est aussi une construction qui n'aurait jamais été possible sans les enchères, l'Hôtel-Dieu. C'est un tout. Ouais. C'est vraiment un tout. Mais nous, on est hyper fiers petit à petit de voir. On se dit qu'à chaque morceau de moellon qui monte, on sait où on les reste. Pour quelque chose quand même. Okay. On en est très fiers. Bon, c'est super. Très bonne nouvelle. Merci beaucoup Ludivine. Merci à vous. On se retrouve dans quelques semaines pour refaire le 16, point. Hein. Ouais, le 16 novembre. Mais on marque la date. D'ici là, parce que j'ai encore plein de choses à vous raconter en fonction de comment ça aura évolué. Donc, il faudra revenir. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci beaucoup Ludivine.